Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, le décor change. On est sur un tout nouveau format de vidéo. On est parti sur un podcast. Et aujourd'hui, quel podcast? On fait un podcast avec Eric. Donc Eric, on se connaît déjà depuis un peu plus d'un an et avec qui j'échange de temps en temps. Quelqu'un que je trouve de très inspirant et qui a une réflexion profonde sur divers sujets. Vous allez vous en rendre compte. Donc Eric, je te laisse te présenter. Ça marche. Alors, déjà, avant tout, je suis coach sportif. Coach sportif où je fais principalement du suivi à distance. Je fais encore un petit peu de présentiel, mais plus ça va et plus je tends à faire principalement du suivi à distance. C'est quelque chose que je fais depuis 2021. Avant, j'étais dans un domaine qui avait rien à voir, j'étais fonctionnaire. Ok. Et donc, c'est un gros changement de carrière. Et donc, je suis également avant tout passionné de musculation que je pratique depuis trop longtemps, puisque c'est en décennies maintenant. Et, Combien et d'années là du coup? on est à plus de 20 ans, mais j'aime pas le dire parce Ah que ouais. c'est ça, dans ce sport, malheureusement, le physique n'est pas forcément le reflet du travail. Il y a une grosse Oui. composante, une énorme composante génétique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré. Mais bon, Ok. maintenant, je me suis fait une raison, quoi. Ok. Et puis voilà, principalement, on va rester sur ces bases-là, on va dire. Ok. Bah déjà super. On est déjà. Je pense que le jour où on peut se dire j'ai plusieurs décennies d'entraînement, je te parle sur tout le bagage en termes de technique, en termes d'apprentissage de soi, puisque de toute façon on va en parler aussi. Ouais. Et tout le cheminement c'est énorme. Et puis on va parler aussi de discipline aujourd'hui. Et la notion de discipline est énorme parce que t'as quel âge du coup, Eric? 42. T'as 42 ans, ça Ouais. fait plus de 20 ans que tu t'entraînes, Ouais. c'est-à-dire que tu as maintenu une certaine discipline depuis ton, ton plus jeune âge, entre guillemets. Mhm. Et donc ça, c'est incroyable. Et du coup, on va en parler aussi, comment toi, tu as fait pour maintenir cette discipline, les hauts, les bas, Mhm. ton approche des choses. Et puis voilà, simplement. Ouais. Donc on va commencer par une question. Tu vas voir, le principe de ce podcast, il va être vraiment sympa, c'est-à-dire que on va partir de questions ouvertes Mhm. qui on peut aller, enfin je veux dire, on va pouvoir débattre entre guillemets, partager nos points de vue par rapport à ces questions bien précises. Et l'objectif du coup pour vous, c'est d'écouter ça. Vous pouvez écouter ça en faisant le ménage, en faisant à manger, en vous entraînant limite, tout en restant concentré sur vos séries, bien évidemment. Et, et puis voilà. Donc, je vais partir sur une première question ouverte. Tu as dit que tu étais coach, on est bien d'accord. Ouais. J'ai vu récemment que tu, d'ailleurs, avais préparé un jeune homme à sa première compétition, il me Oui, c'est semble. ça, ouais. Mhm. Voilà. Et donc, j'ai envie de te poser cette question. Quelle est l'importance pour toi, Eric, d'un coach mental dans la carrière d'un athlète? Parce que je pense qu'aujourd'hui, oui, tu as préparé un athlète sur la partie sûrement entraînement, Mhm. nutrition, mais là, on parle quand même de compétition qui, des fois, comprend beaucoup de choses aussi, la compréhension de son athlète, l'évolution, etc. Euh, sur la partie mentale, pour toi, tu penses quelle est l'importance de ça et comment il faut aborder les choses pour être optimal en tant que coach dans ce cas de figure? Alors justement, pour moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Au final, le facteur psychologique, c'est le facteur le plus important pour tout. Et justement, je me plaignais, entre guillemets, du fait que ça fait plusieurs décennies que je suis dans ce sport et que mes résultats sont pas en adéquation, mais au final, je me dis que c'est ces difficultés qui m'ont fait comprendre ça. Dans le sens où, si ça a pris autant de temps pour moi à réussir à évoluer dans ce sport, au-delà de mon frein génétique, c'est également que j'ai eu un gros frein psychologique. Et si j'avais pris conscience de ça bien plus tôt, bah, je pense que mes résultats auraient été tout autres. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de sensibiliser les gens là-dessus, sur la dimension mentale, par rapport au sport ou autre, parce que j'aime toujours faire justement des mélanges avec tout ça. Bien Et sûr. pour le côté justement spécifique à la compétition, c'est que sans cette dimension mentale, ben justement, on n'arrive à rien.
c'est juste impossible d'arriver au bout du process sans se tenir en main psychologiquement parlant, sans faire preuve de discipline, sans faire preuve de rigueur, et sans également avoir conscience du fait que notre façon de penser à un moment donné, avant une prépa, ne va pas être la même sur la fin d'une prépa. C'est-à-dire que sur la fin d'une prépa, bah, il y a le facteur fatigue, faim, pression de l'échéance qui approche, et ce qui fait qu'on n'a pas le même contrôle sur nos pensées qu'on avait avant de commencer cette prépa. Et ça, souvent, les gens n'en ont pas conscience, et du coup, ils prennent ça un peu avec légèreté, ils pensent qu'ils auront toujours Bien ce même sûr. mental, donc ils y arriveront, et au final, bah, on se rend compte que non. En fin de prépa, les données ne sont plus les mêmes. C'est ça. Et d'où l'importance là d'avoir une dimension psychologique dans notre préparation. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que bah, tu l'as très bien expliqué, c'est que en début de prépa, on va dire tout est nouveau, entre Mm. guillemets. On a ce nouvel objectif, cette nouvelle deadline, cette motivation, la fameuse motivation. Oui. Euh, donc voilà. Et donc forcément, on part des terres et à la fin, tu as totalement raison. Je pense que, bah, en tout cas dans mon cas, pour avoir Mm. expérimenté récemment d'ailleurs avec le record du monde de box jump, ce qu'était une prépa et tout le chemin psychologique qu'on peut avoir, je t'assure que même si le chemin était compliqué et qu'il y avait eu un échec, etc., entre le début de prépa et le moment où tu es à 5 minutes de monter, bon, moi c'était une petite scène, tu vois, mais toi c'est pareil dans le body, monter sur Oui. scène ou même pour tes athlètes, là, le cerveau, ça part dans tous les sens, Mm. tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et justement, pour rebondir sur le facteur motivation, c'est qu'au début, vous serez toujours motivé. Au Mm. début, vous serez toujours les personnes les plus motivées au monde. Et en fait, ça s'estompe. C'est-à-dire que, et ça rejoint ce dont on a parlé brièvement là sur le début, c'est le facteur discipline, tu Mm. vois. Donc, ce qui est super important. Et du coup, toi, si tu devais parler à quelqu'un qui, comment dire, veut se lancer, admettons, quelqu'un vient te voir, ok Eric, jamais fait de compétition, je veux me lancer, tu le vois très très motivé. Ce serait quoi toi pour toi, on va dire, tes trois maîtres mots, on va dire, ou notions que la personne devrait garder sur tout le cheminement pour arriver à atteindre son objectif de manière optimale. Je ne te parle pas forcément de gagner, être premier, je te Mm. parle vraiment d'avoir bien fait les choses et de ne pas avoir de regrets sur tout le chemin qui est le plus important à mon goût. Alors, bah déjà, je vais rebondir justement, et ça va être le premier point, sur la motivation, parce que je pense qu'on a Ouais, le même avis là-dessus. Déjà, la motivation, tu dégages ça. C'est bien pour ouais, commencer. Voilà, c'est ton c'est ça. starter, c'est ton démarrage, c'est ce qui fait que tu es là. Par contre, maintenant, il faut plus te reposer dessus. Pourquoi? Parce que c'est émotionnel. Comme tout ce qui est émotionnel, il n'y a rien de plus instable. À la moindre contrariété dans ton quotidien, le moindre désagrément, la moindre émotion négative, tu seras plus motivé. Donc, Ouais, si tu te bases là-dessus pour aller au bout des choses, tu n'y arriveras jamais. Donc, après, voilà, faut prendre le relais avec la discipline, évidemment. Ça, c'est la base de tout, encore une fois, dans tous les domaines. Ça a une connotation très négative parce qu'on voit le côté un peu militaire, un peu bête et méchant et tout. Mais là, il faut juste prendre ça comme un cadre, au contraire, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et sans ça, on ne peut pas y arriver parce que le cerveau humain, il est câblé pour aller toujours vers le moindre effort, vers le plaisir mm, immédiat, vers la facilité. Et donc, si nous, on lui met pas ce cadre, si on lui met pas une cadence, il va nous faire faux bond systématiquement. Donc ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment le socle de base. Donc déjà, dégager la motivation, faire preuve de discipline. Et après, alors ça, ouais, c'est un des gros mots de notre société contemporaine, c'est se concentrer. Et ça, on n'y arrive plus du tout. C'est une catastrophe. ouais, Et ouais. même quand on a conscience de ça, voilà, même moi, ça m'arrive. Des fois, je me rends compte, je fais un truc et je pense à autre chose. Et en pensant à cette autre Ouais. chose, je pense à un autre truc. Enfin, En fait, c'est-à-dire vraiment, bah, on peut même parler d'instant présent. Je pense que oui. est-ce qu'on vit à 100% dans le présent parce Mm. qu'on peut être, je pense que le sujet va arriver de toute façon rapidement, mais celui des réseaux, tu vois, Mhm. qui fait que ça te déconnecte énormément. De toute façon, on en avait déjà parlé avec Eric, il me semble, Ouais. donc on était assez d'accord. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire sur cette notion d'instant présent et le vivre. Et au final,
comme tu le dis, on peut le dénoncer, mais c'est vrai que même quelque part un peu nous, tu vois, des fois, genre on fait une rétrospective et on est en mode, ouais, ok, il faut vraiment que je fasse attention à ça parce qu'on peut Ouais, le perdre très rapidement avec cette masse d'informations, de réseaux, mm, de tout ce que tu veux et plus être focus à 100%. Et complètement. ouais. Et ouais, Et comment on fait les choses, ça pareil, c'est quelque chose, j'insiste énormément là-dessus, parce que, bah pareil, avec ces réseaux, on est toujours à la recherche de la meilleure façon de faire ci ou ça, de la ouais, solution miracle et tout, et on ne se concentre plus sur est-ce que moi, à mon niveau, est-ce que ma séance, je l'ai bien faite? Est-ce que ouais, cet exercice, cette série, je l'ai bien fait? Est-ce que c'est ça. l'ensemble de mon travail est cohérent? Est-ce que ma diète, je l'ai suivie de manière carrée? Et ça, ça devrait être pourtant quelque chose de base, quelque chose, une pensée principale qu'on devrait avoir dans nos journées, et pas du tout. Ouais, Et c'est ça, vrai. c'est fondamental, Ben, notre façon de les regarde par faire. exemple, c'est comme. Parce que je pense que on y met une différence. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais on va dire, je vais te prendre un exemple. Euh, Dans le cas où quand je m'entraîne à la salle, ben, je crée du contenu sur les réseaux, je pense que tu en crées aussi, Mhm. enfin tu en crées aussi très clairement. Bon après, souvent toi, ton contenu, j'ai l'impression, ben, par exemple, des fois ça va être pendant du coaching, tu vas, Ouais, voilà, c'est du, comment dire, c'est du très naturel. C'est comme si tu te disais pas, là je fais un tournage donc je fais ça. Non, c'est je fais ça et autour de ça, il y a quelqu'un qui me filme et c'est naturel et exactement. je Ouais. pense pas à la caméra entre guillemets, je suis là pour partager. Euh, mais je pense qu'il faut faire attention, c'est là où je veux arriver sur le point qui est important, c'est que par exemple dans mon cas, je sais que quand je m'entraîne réellement, quand je m'entraîne sérieusement, à part ou si quelqu'un me filme comme ça de manière comme toi, tu vois, je sais qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il y a rien de tout ça, tu vois. Mhm. Mon téléphone, j'ai balancé ma musique et encore des fois, je trouve intéressant de s'entraîner sans la musique parce que ça apporte une dimension différente. Mhm. Et en fait, j'y pense plus. Et par contre, des fois, dans la semaine, je peux m'accorder vraiment un moment où je sais que, comme je veux créer du contenu sur certaines choses et mettre en avant des notions, des mouvements, des explications, ce que tu veux, ok, bon, bah là, je sais que je vais venir à la salle, mais que je suis plus là en mode tournage, entre guillemets, pour essayer de mettre en avant certaines choses par rapport à des idées que je défends. Et ça, je pense qu'il faut faire attention, et c'est le point où je veux arriver, c'est que tu en vois certains, je pense, ils font pas la part des choses, c'est-à-dire que tu vois le mec, il fait sa séance, tu vois, et je pense qu'il passe plus de temps sur son trépied à le mettre un peu, tu vois, à 45 degrés plus sur la Mhm. droite, etc., qu'à vraiment s'entraîner. Et ça, c'est dommage, tu vois, et ça rejoint de ouf ce que tu dis sur la notion de ben voilà, vraiment être en pleine conscience de ce que tu es en train de faire à l'instant Mhm. présent, parce que c'est la meilleure façon ben, en fait, de réellement progresser et puis même sur le côté psychologique, en fait, vraiment vivre ce que tu es en train de faire et step up, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et justement, à une époque, je m'évertuais à filmer quasiment toutes mes séances. Alors pas tout, Ok, mais genre une série par exercice. Et vraiment dans un but, en mode dans mon état d'esprit, voilà, je suis coach, je montre comment faire les bien sûr. exercices. C'était purement pour un peu montrer, pour inspirer ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que ouais, ça cassait complètement la dynamique de mes Ouais, séances. Et ouais, du coup, maintenant, je le fais, mais plus épisodiquement, je le fais moins systématiquement, et un peu plus sur les séries où je monte en gamme, pas sur les vraies séries de ok. travail, en fait. Ouais, Parce que, ouais, je vois ce que tu veux dire. personnellement, ouais, moi, ça me déconnecte de l'instant. Ça me C'est déconnecte ça. de la séance. Et en plus, pareil, je parlais tout à l'heure de la difficulté qu'on peut avoir à progresser. Moi, par exemple, bah, quand on parle de génétique, souvent on reste sur des choses très basiques. Et moi, j'aime dire que c'est multifactoriel. Et par exemple, il y a des gens, suffit de regarder des vidéos sur YouTube, on les voit faire un exercice, un mouvement, notamment les pecs, moi c'est mon point faible, et direct le pec, il a à peine bougé, le pec il gonfle, il prend, il a une connexion impeccable. Moi, je tends le bras en avant, il se passe rien. Tu vois, c'est la Ok, platitude ultime au niveau du pec. Si je fais pas l'effort de me concentrer, de le ok, contracter, d'aller le chercher, tu vois, ouais, et donc, si je suis pas concentré à 100% sur ce que je fais, surtout sur les séances PEC, bah, c'est pour ça au final que j'ai passé plus de 10 ans à stagner parce que bah, j'étais pas dans l'instant. Et pourtant, à l'époque, mais tu vois, vu que c'est en décennie, bon, il n'y avait pas les réseaux, mais bah, j'étais pas concentré. J'étais dans mon état d'esprit, bon, c'est d'autres choses, mais dans ma gêne par rapport au regard des autres. hmm, Voilà, j'étais pas focus sur mes sensations, sur mon exercice, sur ma contraction musculaire. ouais. Et ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Mais
Après, par rapport à ce que tu dis, j'aimerais bien. Enfin, il y a deux choses qui me viennent, tu vois, c'est que Hmm. même le gars, je pense, qui a une bête de contraction d'influx nerveux naturellement au niveau de ses pecs, je pense que dans tous les cas, s'il fait pleine conscience du mouvement, dans tous les cas, sur le long terme, il y a un facteur de progression en plus, dans tous les cas, Ah je oui. pense. Même si, Ouais. voilà, mais je sais que tu disais pas le contraire, mais Hmm. je pense que c'est, dans tous les cas, peu importe la génétique, peu importe le niveau, peu importe les influx, ce que tu veux, Hmm. je pense que c'est important. Et deuxième truc, tu sais, as parlé de le regard des autres, etc. Hmm. Tu peux nous en dire plus sur ça, comment tu le vivais, quel a été ton process, pourquoi ce regard des autres? Alors on va essayer de faire court parce que sinon je vais partir en psychanalyse pendant 1 heure et demie. Mais non, C'est intéressant, hein. en gros, je suis un timide maladif. Enfin, à la base, j'étais un timide maladif parce que là, je suis en train de faire le mariole sur les réseaux. On peut plus me catégoriser là-dedans. Mais à la base, donc, le simple fait de croiser un autre être humain dans la rue, j'étais en sueur. Voilà, pour donner un Ok, peu l'ambiance. Parler aux gens, c'était pas possible. Quand on me parlait, je répondais que par oui ou par non. Donc, ok, c'est le pas de la salle de sport. En gros, j'y suis rentré parce que bah, j'étais hyper complexé par mon physique. J'étais squelettique à l'époque. Et donc, oui, j'avais toujours une difficulté à vivre au milieu des autres. Et donc, en salle, bah ouais, c'était bah, déjà, quand je croisais un être humain dans la rue, je transpirais. Alors, en ok. salle, entouré d'autres êtres humains qui étaient C'est très tous, dur. voilà, avec des physiques pour moi incroyables, bah, c'était très désagréable au niveau sensoriel, on va dire. Et donc, Ok. j'avais une sorte de voix intérieure constante, de bouillonnement intérieur, qui faisait que bah, je me concentrais pas sur ce que je faisais. Clairement pas. Et, et du coup, étant quelqu'un, tu vois, tu viens de me dire, je transpirais Hmm. rien que dans la rue quand quelqu'un passait, etc., par cette timidité et peut-être voilà, ce sentiment d'être observé ou Hmm. se sentir mal, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, bah, t'as- tu es compétiteur, tu es monté sur scène. Hmm. Bien sûr, tu parles d'aspect génétique, on est bien d'accord, mais tu as quand même un très beau physique. Moi, Eric, je l'ai vu au Portugal. De toute façon, je vais vous passer des images. Il avait une condition. Bien sûr, de toute façon, tu en avais déjà parlé. Peut-être par rapport aux autres, c'était pas là où il y avait le plus de volume, mais tu avais une condition mais de malade, tu vois. Et non, c'est vrai, franchement, c'était incroyable. Mais donc, je veux dire, voilà, si on fait la rétrospective, on part d'un Eric un peu plus jeune, voilà, qui est timide, qui a vraiment ce mal, etc. Tu me dis que quand tu étais dans la salle, c'était très dur parce que du coup, tu avais tous ces regards, etc. Quel a été, genre, parce que ça c'est important, c'est même très important pour les gens qui nous écoutent, euh, ce truc de, ok, à l'instant T, j'ai peut-être pas le physique que je veux, il y a tous ces gens qui m'observent, je me sens très mal. C'était quoi l'idée à laquelle tu t'accrochais, peut-être sur court, moyen, long terme, je Hmm. ne sais pas, qui faisait que aujourd'hui, si on prend vraiment la rétrospective de 20 ans après, t'en es là. Parce que je pense qu'il y a une grosse fierté. T'en as certains qui peut-être à ce stade-là, vraiment c'est tellement fort que ouais, non, je peux pas, c'est pas possible, je me sens trop bouffé et j'arrive pas. Donc ça c'est intéressant, j'aimerais bien en savoir plus. Bah, en gros, bah, c'est pareil, là, c'est bien parce que tu mets le point justement du pourquoi bah, j'insiste autant sur le côté mental, la psychologie et Ouais, tout. bien sûr. Mais en gros, j'en serais encore là si la vie ne m'avait pas mis une baffe à l'époque. C'est-à-dire que Ok, j'ai eu un décès dans mes très proches, et à d'accord. partir de ce jour-là, je me suis dit, bon, je peux plus passer à côté de ma vie, c'est plus possible. Ok, Et alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais pour donner un ordre d'idée, suite à ce décès, peut-être 2 ou 3 mois après, j'ai changé de métier, alors que j'étais dans un métier où je me disais que j'allais y rester toute ma vie, parce que j'étais très ok, conditionné à l'époque. Suite à ça, bah, je faisais de la musique, bah, j'ai fait des concerts de plus en plus. ok, Pareil, j'avais des objectifs par rapport à la musique, faire telle échéance, une tournée à tel endroit, ok, et bah, j'ai réussi à les faire, tu vois, sur les années qui ont suivi. ok. Donc, bah, tout ça, pour quelqu'un de très timide, ça a été à chaque C'est fois énorme. des, voilà, c'est C'est ça, énorme. des Parce que là, paliers. tu me parles de concert. On Hmm. part quand même d'un Eric qui c'est compliqué dans la rue de passer devant quelqu'un Hmm. parce que tu es mal dans ta peau. Donc c'est énorme en fait. Tu, C'est me- ça. tu nous le racontes
parce qu'il y a des années qui se passent Ouais, oui, et raconter chaque année, je pense que vous aurez un podcast qui va durer 24 heures et on c'est sera très ça. fatigué. Mais, mais dans l'idée, c'est ouf, ok. C'est Et ça. du coup, ça t'a apporté quoi, du coup, ce côté concert, le fait de te déplacer, d'évoluer comme ça, de sortir de ce cadre peut-être qui t'était imposé par toi ou Mm. l'entourage ou l'éducation ou peu Ouais, importe. c'est tout ça de toute Euh, façon, à chaque fois. ouais, Bah, ce que ça m'a apporté, en fait, pareil des fois. Alors, on va voir les gens qui critiquent beaucoup sur les réseaux. On va dire, oui, ouais, c'est pas bien de faire ça et tout. Mais en même temps, je le comprends parce que je l'ai été. C'est-à-dire, toute critique vient d'une frustration. Et ok, avant de faire ces concerts, bah, j'étais le cas typique. Bon, il n'y avait pas les réseaux à l'époque, mais il y avait les forums. Et alors, je critiquais pas, ça, j'ai jamais compris cette démarche. Mais dans ma tête, j'étais là, quand je voyais des groupes faire ce que je voulais faire, mais j'étais pétri de jalousie. Et dans ma ok, tête, ils ont de la chance, ils ont eu un contexte favorable, enfin la ok, déresponsabilisation de base. Donc je suis ok, passé par toutes ces étapes, c'est pour ça que je le comprends dans le fond. Et donc voilà, j'ai vu tout ça, et au bout d'un moment, bah, suite à cette claque de la vie, je me suis dit, bon, je vais me prendre en main, je vais prendre mes responsabilités dans tout ça, et je vais agir en cohérence avec l'objectif que je veux atteindre. ok. Et c'est ça qui m'a emmené après à développer, on va dire, cet état d'esprit au fil du temps et au fur et à mesure des années. C'était cet état d'esprit de guerrier, si on peut dire, avec cet aspect mental, discipline, quand même. C'est vrai, je veux dire, moi, encore une fois, je fais la comparaison avec Portugal, c'était incroyable parce que quand je t'ai vu sortir de scène et qu'on échangeait en Mm. sortant du bâtiment, ça se lisait sur ton visage, la joie, tu étais fier, tu étais Mm. heureux, tu vois. C'est-à-dire que aussi, euh, c'est une forme de, ok, putain, mon chemin, tu vois. C'est-à-dire que même, on a parlé de réseaux tout à l'heure, on est toujours à se comparer aux autres, Mm. etc. À ce moment-là, bah, en fait, par rapport à tout ce chemin, bah, à cet instant T, ok, là, je suis trop fier. Ok, là, je suis trop fier. Je ne suis pas fini premier, peut-être, mais en fait, genre, le combat, le chemin perso et tout ça, il est énorme en fait. Et ça, c'est incroyable. Et en fait, j'aime bien parce que je crois pas que c'est des trucs dont on avait déjà parlé, mais du coup, je fais Mm. un peu plus le cheminement sur comment tu as évolué et je trouve ça trop stylé. C'est hyper intéressant. Mm. Tu as parlé d'un truc, tout à l'heure, je voulais rebondir dessus, je crois que je l'ai plus. Je vais le trouver là. Je vais le trouver, je voulais trop rebondir sur un truc. Ouais, voilà. Tu as parlé que tu étais avant le décès que tu as vécu, Mm. cette claque et le fait de remonter la pente, tu parlais que tu faisais partie de la catégorie des... Enfin, la catégorie. Tu pouvais un peu jalouser, Ah etc. oui, oui. Pour des choses que les gens faisaient et que tu n'avais peut-être pas à cet instant T les ressources ou la force de le Mm. faire et ni l'avancée aussi de réflexion et Mm. psychologique. Tu penses que toutes les personnes qui vont avoir ce côté des fois même bien plus que, comme tu as pu nous le raconter un peu, on les appellera les haters, les fameux. Est-ce que tu penses que, on va faire une petite généralité, même si j'ai pas envie de dire que tous sont comme ça, mais que ça vient souvent d'un mal-être interne, le fait de vouloir d'être dans cette forme de jugement, peut-être, jalousie, un peu d'attaque sur les réseaux. Tu penses que c'est souvent ça? Ah mais complètement, parce que c'est simple, quelqu'un qui est bien dans sa vie, équilibré, qui est là où il a envie d'être, il n'a pas que ça à faire que de critiquer sur les Ouais. réseaux, tout simplement. Mm. Tu vois, moi je vois pas, enfin, par exemple, à l'heure actuelle, je me verrais pas sur le compte Insta de quelqu'un ou en dessous d'une vidéo YouTube en train de déverser ma haine. Ouais, Tu vois, déjà, déjà, bah, quand on est en action vers ce qui nous anime, on n'a pas que ça à faire déjà ouais, bien que de sûr. regarder des trucs qui nous intéressent pas. Et des fois, ça arrive. Ouais, moi, des fois, j'aime bien, justement, pour garder un esprit ouvert, aller à contre-courant des réseaux, c'est-à-dire que les réseaux nous mettent toujours sous le nez ce qui va dans notre sens, et moi, pour garder une pensée assez ouverte, bah, j'aime bien des fois aller écouter des choses qui vont dans le sens contraire de ce que je pense, parce qu'il y a Ok. toujours quelque chose d'intéressant à piocher. Ouais, Et bien sûr. donc, peut-être des fois sur 20 minutes de vidéo, il y a peut-être que 2 minutes dans lesquelles je vais être en accord, mais moi, je vais garder ces 2 minutes-là. Et le reste, bah tant pis, c'est pas pour moi. Mais je vais pas Bien sûr. aller insulter la personne, la diminuer, enfin je comprends pas du tout cette démarche. Et donc oui, effectivement, je pense que
être dans cet état d'esprit, à être dans la critique, dans l'espace commentaire. Mais évidemment, je dissocie des critiques constructives, mais être Bien sûr, juste dans le déversement de haine, comme on peut voir bien sur sûr. les réseaux d'une manière générale, oui, il faut être profondément mal dans sa vie pour avoir que Ouais, ça à faire, en fait. ouais, ouais. C'est... Moi, ça me pense à un truc, là, ce côté critique. Un Hmm, coup, je me réveille un matin, tu vois, la veille, j'avais posté, je sais plus, en tout cas, j'avais pas encore battu le record, je parlais de la prépa, etc. hmm. Je vois un gars, il me met en commentaire, mais vraiment, il m'embrouille, je te jure, c'était vraiment, j'étais en mode, mais je lui ai fait quoi à cet homme? Je lui ai rien fait. Et le frérot, il me dit, ouais, je comprends pas, ces gens enfermés dans une cage, dans une salle de sport, tu devrais plutôt cultiver un potager de tomates et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Genre, du coup, genre, je l'ai tellement pris à l'ironie, tu vois. Des fois, c'est Ouais. même marrant en fait. J'ai screené ça, j'ai fait un montage de moi en mode jardinier dans un potager. J'ai fait, j'arrête tout. Je vais aller cultiver un potager. En fait, j'ai rien compris à la vie, tu vois. Mais ça, C'est ouais, un truc de fou. c'est complètement lunaire, et en fait, ouais, c'est un phénomène vraiment propre au réseau. J'ai entendu parler justement dans une vidéo dernièrement YouTube, je me souviens plus du nom de la personne, c'est une femme qui faisait cette vidéo, mais c'était super intéressant, et elle parlait de ça, c'est-à-dire que les gens ont une propension à croire que la vidéo qui vient devant eux sur un fil d'actualité, elle est adressée directement à eux. Et Ok, elle parlait d'un exemple, je crois que c'était une personne qui faisait une recette à base de haricots, ok. et il y a plusieurs personnes en commentaire qui ont été dire ouais, mais moi j'aime pas les haricots, je fais comment? C'est quoi ça encore? Je vous jure que la prochaine fois que Eric apparaîtra sur les réseaux, on essaiera de se voir en vrai, Eric, quand même, hein. Bah oui, Ce avec serait grand ouf. plaisir. Ce serait ouf. Une bonne séance. Bon, par contre, je suis plus aussi épais et tenace qu'à un certain moment, malheureusement. Là, je suis plus en mode explosif et cardio, mais Ouais, j'essaierai justement, de te suivre. je pense qu'au niveau tenace, vu ce que tu as fait dernièrement, je pense que ça devrait aller quand même. Ouais, ouais, non. En tout cas, le mental y est. Ça, c'est sûr que je lâcherai pas, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, là-dessus, je Yes. m'inquiète pas, ouais. C'était dur. Bah, d'ailleurs, tu sais qu'il y a bah, là la grosse vidéo qui comprend toute l'explication de ce premier record du monde qui va paraître fin de semaine prochaine. Ok. Et ouais, c'était dur. C'était dur Bah parce que oui. je m'étais déchiré le mollet un mois et demi avant Oui, l'échéance. j'avais vu en Voilà, story, ouais. Hmm. voilà. Donc c'était, en fait, c'est là, tu sais, tout à l'heure on parlait de le début d'une prépa, la fin d'une prépa. Bon, je pense que moi, c'est un peu mal fini par rapport à par rapport à ce que je vais faire parce que quand tu as un record du monde, ok, déjà on est sur un niveau mondial. C'est de la performance. Tu t'entraînes de ouf. Alors, justement, je pense que je vais. On est souvent d'accord, Eric. Je vais voir si on est d'accord sur ça ou pas. Ouais. Euh, euh, je retournerai sur ce que je commençais là après, mais une question m'est venue. Euh, sur ma prépa, box jump, il faut savoir que bon, je travaillais en explosivité, en force. Je n'ai pas négligé la musculation du bas du corps, etc. Parce que s'entraîner qu'en pliométrie, alors que, Hmm. alors que c'est un record, etc. Il faut quand même préserver les muscles, les articulations, etc. Mais je me suis quand même déchiré à un moment donné. Et d'ailleurs, la déchirure, c'était, dis-toi que c'est arrivé direct, dans le sens où je n'avais pas de gêne au Ouais. mollet. Le seul truc qui me gênait un petit peu, c'était ma cheville gauche à un moment, mais ostéopathe, récupération, que ce soit de par le froid, m'étirer beaucoup plus Hmm. aussi. Je sais que pendant ma prépa, il y a un moment où, vraiment en termes d'étirement, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, je ne suis pas en train de dire que, même s'il faut, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, moi, ça me faisait du bien de m'étirer 1 heure par jour parce que ça me permettait vraiment de détendre mon corps, espacer de la séance, bien évidemment. Et sur le tout, ça me faisait vraiment du bien. Et c'est comme ça que ma cheville allait mieux en bouffant plus d'étirements. Maintenant, est-ce que sur la partie théorie, on pourrait me contredire peut-être, mais en tout cas, moi, ça a fonctionné. Et justement, en parlant de théorie et de pratique, je me suis déchiré le mollet. Réception d'un saut, je saute sur la boxe, je descends mon pied droit. Sur la descente du pied droit, bam, pointe dans le mollet droit.
Dis-toi qu'à ce moment-là, parce que pour le record du monde, pour que je fasse le record du monde à la Légion étrangère, qui était ma structure d'accueil, il a fallu j'ai été invité de manière officieuse à la Légion. J'ai battu le record une première fois pour un total de 1180 répétitions avec un juge, mais de manière très officieuse, personne ne le savait, pour convaincre la Légion d'être ma structure d'accueil. D'accord. Ok, ça c'est fait. Après ça, je suis hypé. J'ai ma structure d'accueil, le Guinness, je signe mon papier avec eux pour ce record, etc. J'ai mon équipe vidéaste. Je suis en train de finaliser l'écriture de mon livre Record brisé, destin forgé. Bref, plein de trucs trop cool. Je suis tellement focus, même si ça fait déjà 6 mois que je suis en prépa et que je suis à 2 mois de l'échéance. Je suis un peu fatigué, mais là, tu es trop focus. Tu as tout qui s'accélère. Je voulais toucher un public aussi différent en termes de contact, entre guillemets, et de gens qui m'inspirent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie du milieu du body que je connais. Et je sais que j'ai aussi élargi mon cercle de connaissances avec cette échéance. Il y a eu Tristan de Fayette-Vang qui est venu, qui est une personne qui crée du contenu sur les réseaux, etc. Mais voilà. Major Gérald, du coup, et un autre gars qui s'appelle Arthur Moza, et des gens qui m'inspiraient, que je suivais aussi de loin. Et c'était bien, c'était une manière aussi de partager un public un peu plus large. Bref, ça aussi, ça m'a hypé de ouf, du coup, parce que je me disais, c'est incroyable, il y a des personnes que j'apprécie énormément qui vont être présentes pour ma performance. Tout est aligné. Dis-toi, à 2 mois de l'échéance, je te jure, en termes de performance, c'était fou. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, je te faisais 400 box jump. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, peut-être que je n'aurais pas tenu sur 1 heure, mais en 15 minutes, j'étais déjà au semi-record du monde alors que j'ai 1 heure de temps. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, je pense que je pouvais t'en plomber 800 et après, la dernière demi-heure, je m'amusais parce que c'est la dernière demi-heure. Je m'entraîne, bam, réception, déchirure. Ok, on fait quoi maintenant ? Donc, qui dit déchirure dit rééducation et pas des protocoles de pliométrie. Donc, je ne vais pas sauter sur la boxe et mettre un impact de réception sur mon mollet. Donc, voilà, au début du vélo, parce que il n'y a pas d'impact sur mon mollet, etc. Ça permet de stimuler le tout. Je vais voir mon kiné, etc. Petit à petit, on évolue. La douleur, elle persiste toujours. Ok, dernière échographie, on regarde, ils me font contracter le mollet et tout. Ce qui se passe, c'est que quand je contracte mon mollet, la jambe droite, l'artère qui alimente le muscle est compressée, ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a plus d'apport en termes de sang au niveau de ma jambe, ce qui me crée une immobilisation de toute la jambe. Et qui dit un muscle pas alimenté sur des protocoles de pliométrie, sur un record du monde, déchirure. Donc la première fois, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça ne devait pas être alimenté. J'ai pas, fou comme je suis, je me suis dit, je pense peut-être ça me gênait un peu, à peine engourdi. Je me dis, c'est pas grave, tout va bien. Bam, déchirure. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelque part, quand tu as tes fibres qui sont comme ça, l'étirement, je ne dis pas que c'est la seule solution, mais l'étirement de ces fibres-là, quand tu as ton artère, etc., et que c'est un peu tout est comprimé, l'étirement te permet d'un peu libérer tout ça d'une certaine façon. Mais du coup, quand tu as ton mollet déchiré, tu peux pas t'étirer. Du coup, en fait, c'était le serpent qui se mord la queue, tu vois. Oui. Et du coup, j'arrive à 1 semaine de l'échéance, on me dit ça. Et puis, bon, après, je me suis dit, je masserai un peu le muscle pour débloquer manuellement et je l'ai quand même battu. Mais tout ça pour dire, maintenant que tu as toute l'histoire, quand il y a eu ce record, c'est vrai que je me demande encore qu'est-ce qui a provoqué cette artère qui bloque, parce que j'ai jamais eu ça. Mais c'est vrai, et je veux ton point de vue, il faut savoir que je pense que pendant une échelle de 6 mois, j'ai un peu abusé. J'aime bien le regard qui me lance, Eric, là. Je tournais entre 300 et 600 box jump par jour, tu vois. Ce qui est sur la partie théorie, je sais que tous les coachs avec qui j'ai discuté, et même sur la partie théorie, généralement, tu fais 1 mois, 2 mois à taper du 600 sauts par jour, tu pètes très rapidement. Maintenant, moi, j'ai été choqué par la blessure, parce que c'est vrai, pendant ces 6 mois, à part, comme je t'ai dit, une gêne de 2-3 semaines à la cheville,
je me sentais super bien. C'est-à-dire que 400 box jump, oui, sur le papier, c'est un énorme volume de travail et tu fais ça tous les jours, mais tu vas morfler. Mais sur la pratique, pendant 6 mois, c'était nickel, tu vois, jusqu'à ce problème. Donc, toi, t'en penses quoi du coup de tout ça? Bah écoute, c'est justement comme tu dis, il y a les études, il y a le terrain, tu vois, et on a beau, justement, c'est très dans l'air du temps, il y a beaucoup de débats très animés sur ces sujets à l'heure actuelle sur les réseaux, et, euh, et force est de constater que bah, c'est le terrain qui a toujours raison, et en l'occurrence, t'as beau, tu vois, ça c'est très récurrent justement dans les blessures. Effectivement, t'as ceux qui vont faire un peu n'importe quoi, qui vont mal s'entraîner et tout, là on s'étonne pas. Mais t'as des cas de figure où t'auras beau tout faire bien, tu vois, Ouais, optimiser tout, récupération machin, bah ça prévient pas et ça lâche. Et il y a un facteur très important aussi, c'est le facteur surcharge, parce que là, on parle pas non plus, tu vois, c'est comme pour une préparation, on bien parle pas sûr. d'une pratique santé, d'une pratique modérée, on parle de battre un record du monde, et dans le cas d'une Ouais, préparation, on part d'atteindre un physique qui n'est pas santé du tout, tu vois, physiologiquement, il n'y a rien de bien santé sûr. dans une préparation. Et donc, tu pousses tellement ton corps à l'extrême, t'as beau tout bien faire techniquement parlant, le corps, il n'est La pas fait blessure pour n'est jamais ça, là. tu vois, c'est Bien ça. sûr. Et Ça, c'est donc, sûr. tu vois, Punaise, mais Eric, quand est-ce qu'on va pas être d'accord sur un sujet? Là, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être moyen là qu'on soit pas d'accord, qu'on débatte. Et en fait, il me sort les trucs que je peux sortir aussi. bah Enfin, non, ouais, mais on est trop d'accord. C'est vrai que le sport de niveau n'est pas un sport santé. Donc, je pense un sportif de haut niveau qui te dit bon, je suis pas du tout à ce stade-là, mais je veux dire sur 25 ans, 30 ans de carrière, te dit, je ne me suis jamais blessé. Je sais pas quel type de haut niveau il faisait, mais hmm, ça devait pas être le meilleur de son équipe. Mais voilà. c'est ça. Je- T'es Et ouais. pour, alors le terme est un peu pompeux, mais on va dire pour ouais, je vais pas dire pour exceller, je veux dire pour se dépasser, t'es obligé d'aller dans une zone rouge. T'es Ouais, bien obligé sûr. d'aller dans de l'inconfort, toujours plus loin. Et Bien sûr. pareil, en fonction du mental de chacun, l'inconfort n'est pas le même. Et il y en a, ils vont s'arrêter justement à un niveau qui restera raisonnable pour leur corps. Et il y en Ouais. a d'autres qui ont un seuil de tolérance plus élevé à l'inconfort, qui vont aller plus loin. Et comme tu dis, tu vois, t'avances, tu te sens bien, bah tu continues. Allez encore un peu Ouais. plus loin, vas-y, en 15 Ouais. minutes je te fais ça, il n'y a pas de problème, je les bouffe. Sauf que Ouais. ton corps, au bout d'un moment, bah, c'est lui Ouais, qui il te se fait dit comprendre que va arrête. falloir que tu te calmes. Mais par contre, je pense qu'il y a. T'as raison. Maintenant, ce que je trouve très intéressant, Hmm. c'est que quelque part, quand tu es, quand t'es dans une prépa, quand tu vas chercher de la performance, il y a des gens qui vont s'inquiéter par rapport à tout ce que tu fais. C'est une forme de bienveillance, des fois, cette forme d'inquiétude, mais ça peut t'enfermer dans un cadre de ah ouais, ils sont inquiétés, donc c'est dangereux et qu'il y a un problème. Et Hmm. je pense que de par ce biais, des fois, de dire aux gens qu'ils vont se blesser, de dire aux gens qu'il va y avoir un problème, que c'est mauvais pour leur santé. euh, mais je pense que le psychologique a un grand pouvoir sur ton état de santé global. Hmm. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, tous les professionnels de santé que j'ai vus quand j'avais ma déchirure au mollet et mon problème après, tout le monde m'a dit, oubliez votre record du monde, vous ne l'aurez jamais. Votre Hmm. mollet va se déchirer le jour J. Et en fait, te dire que ça n'a pas tiqué dans mon cerveau, ce serait te mentir. Ouais. Parce que quand tu vois quand même 10 professionnels de santé et que chacun te dit ça, à un moment donné, tu dis merde. Parce que je suis têtu, mais je suis pas con non plus. Hmm. Donc, je me dis, essaye de prendre quand même ces informations et de poser les réelles questions. Mais finalement, je suis allé puiser au fond de moi et je me suis dit, non, tu te blesseras pas. Et si tu te blesses, bah, tu sauteras sur la douleur parce que l'objectif est grand et c'est une obsession. Et en fait, avec cet état d'esprit et ce je ne me blesserai pas, même si c'est pas magique, mais je pense que le cerveau et mon corps, je l'ai placé dans une énergie et dans quelque chose de ça va le faire. Et en Hmm. fait, je ne me suis pas blessé et je suis persuadé, Eric, que si mes pensées et mon attitude auraient été je vais me déchirer, je vais me faire mal, Hmm. je souffre, j'ai mal, tous ces trucs, euh, je te jure, je me serais déchiré le jour J. Je suis persuadé que l'aspect psychologique et le discours interne
a un pouvoir beaucoup plus grand que ce qu'on peut croire parce qu'on est trop des fois dans le scientifique, la théorie, tu vois, on parlait de théorie et de pratique tout à l'heure, on est trop dans ça. Non, des fois, ce qui compte, c'est ce qui émane de nous, c'est la petite voix à l'intérieur. Et en fait, cette petite voix, si tu l'écoutes vraiment et que tu la forges, euh, peut faire des miracles, entre guillemets, enfin des miracles pour notre société contemporaine de ce que l'on croit, entre guillemets. Tu vois? Je suis complètement d'accord. Le cerveau, bah tu vois, et on en revient encore à ce que j'évoquais au début, c'est notre plus grand facteur limitant. Et il Ouais, a tout autant le pouvoir de nous détruire que de nous élever ouais, à un point qu'on n'imagine même pas concevable. Et ça, clairement. et même si on veut rester dans une approche purement pragmatique, quand on s'intéresse un peu aux neurosciences, tu vois, c'est quelque chose qui est étudié. Et ça, même l'effet placebo, c'est connu depuis la nuit des temps. Ouais, L'effet inverse aussi, tu vois, l'effet nocebo, où bah, justement, on te dit, tu vas avoir tel truc, un truc négatif, et par tes pensées, tu vas réussir à le générer. bien Et sûr. donc, tu vois, c'est même étayé scientifiquement, ce genre de choses. Donc, c'est complètement vrai, je suis complètement d'accord. Et, et par contre, ouais, ce qui est très intéressant justement par rapport à tout ce que tu as vécu là, c'est que, encore une fois, on parle de sport, on parle de Ah, bien physique, sûr. mais cette résilience-là que tu as appris à appliquer dans ta vie professionnelle, ta vie au sens large, mais c'est énorme. Parce que Ok. c'est ce qui se passe justement quand, par exemple, un truc tout bête, mais quelqu'un dans sa vie qui veut des changements significatifs, il va être face à des difficultés, il va être face à Mhm, des épreuves. Et bien s'il n'a sûr. pas cette résilience, bah, la moindre épreuve, il fait marche arrière. Il se Ouais. dit, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, et il abandonne. Tu vois? Et ça, c'est la clé de tout. Et ça... Mais Ouais, vas-y. je trouve ça fou. Enfin, en tout cas, merci, c'est gentil. Quand on me enfin, quand on va me dire, ouais, il y a ce côté résilient dans ce que tu as fait, dans ton parcours, et je te le dis en toute simplicité, je trouve ça fou. Et pourtant, dans ma conception, euh, enfin, dans comment je me perçois, je, je, je dirais pas j'ai une résilience de fou. Je pense que uniquement je sais où je veux aller Hmm. et je me laisse pas le choix. Même Ouais. limite, j'aimerais te dire l'inverse. Je pense que je suis l'une des personnes, enfin, peut-être c'est mon discours interne et il reflète pas la réalité, mais je me dis toujours, t'es le mec le moins résilient, donc viens, on va chercher ça pour que tu step up un peu, Hmm. tu vois. Et c'est toujours cette psychologie-là. Très dur, des fois. Je sais que mon entourage, notamment ma chérie, des fois, t'es trop dur avec toi, t'es trop comme ça. J'essaye de le canaliser un peu parce que tout extrême est mauvais, mais je pense aussi des fois cette voie de dureté envers soi-même et d'être en mode non, ferme ta gueule, t'es pas comme ça et tu vas chercher ça, tu vois. C'est aussi une forme qui fait que, même si pour moi le parcours est qu'au début et petit, entre guillemets, je suis qu'au début, tu vois, et qu'il y a encore plein de trucs à aller chercher. Aujourd'hui, j'ai un record du monde, mais pour moi, ça n'a rien changé à ma vie. Je m'en Bien fous. sûr. Enfin, je m'en fous. En fait, sur l'aspect émotion, sur l'aspect transmission, sur le truc, c'est génial. Mais maintenant, ce que je te sorte, admettons, regardez mon CV, j'ai un record du monde, mais je m'en fous. J'ai même pas envie de le noter, en fait. Hmm. J'ai envie d'aller chercher plus et plus loin et d'autres choses parce que ça change rien à ma vie. C'est Hmm. ok, j'ai fait ça, ça m'a appris. Maintenant, on va faire autre chose qui va m'apprendre aussi, tu Hmm. vois. Mais tu vois, Donc ouais, c'est c'est... important. Pareil, encore une fois, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Et là, ça me fait sourire parce que le côté excessif, tu vois, c'est Ouais, quelque chose qu'on me reproche, qu'on m'a pas mal reproché dernièrement. T'es trop dans l'excès. ouais, Bah oui, c'est l'excès qui fait que j'ai pu sortir de cette timidité extrême. C'est l'excès qui fait que j'ai pu aller là où je voulais aller. Si j'avais ouais, pas été dans l'excès, je me serais arrêté en fait. Au moindre petit problème, au moindre petit désagrément, au moindre moment d'inconfort, tu vois. Et je pense que quand on veut un changement radical ou atteindre un objectif vraiment significatif, tu vois encore ouais. l'importance du pourquoi, bah, l'excès fait partie du processus. Et tu vois, Mhm. ton état d'esprit, genre, tu t'es même pas posé la question, t'allais le faire coûte que Ouais, coûte, bah moi je suis exactement pareil, justement. ok. Dans Et une de du mes coup, prép... Ouais. dans le fait qu'on soit pareil sur ça, donc je pense qu'on se comprend. Hmm. Est-ce que, en plus, bah, voilà, t'as un peu plus de 20 ans de plus que moi, donc c'est marrant en termes de rétrospective parce que tu as plus de vécu. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une forme de très bien parce que toi, ça t'a fait sortir de ta timidité, step up, etc. Aujourd'hui, je suis allé chercher un record, etc. Est-ce que tu penses pas que
vu que c'est un peu moins équilibré parce qu'on est sur cette forme d'extrême, que sur l'échelle d'une vie, peut-être, on perd quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas encore. Tu vois? Ah, merci de m'emmener sur ce sujet. Parce que je ne l'ai pas précisé, mais Ok, avant d'être dans l'excès, j'étais dans un autre excès qui s'appelle la dépression constante. ok, ok, Et depuis que je suis dans l'excès, c'est ok, marrant, mais je suis plus dans la dépression. ok, Donc, moi, c'est ma réponse à ce genre d'argument, tu vois. Parce ok. que, après, évidemment, c'est propre à chacun. Chacun trouve son confort dans chaque, on va dire, schéma de vie. Mais Ouais, moi, la vie normale, qu'on nous impose dès le début, bah, je m'y suis jamais retrouvé. J'ai toujours été dans du mal-être dans cette vie. Et si j'ai envie d'aller plus dans l'extrême, la vie, genre, voilà, je travaille du lundi au vendredi et le week-end, je sors m'éclater avec mes amis en soirée, à boire et à faire je ne sais quelle autre activité dite normale, cool et respectable, bah, j'étais en dépression. ouais, Voilà, je m'ennuyais, ça m'emmerdait, je me trouvais pas à ma place, et il y avait toujours le même vide intérieur. Et c'est ça tout le paradoxe, parce que en général, quand je parle, je fais pas mon canevas général, tu vois. Et pareil, mes défauts, maintenant, je les prends comme des qualités. C'est-à-dire mon côté très timide avec eux, les gens sont toujours venus vers moi se confier. Et à l'époque où j'étais dans cette vie dite normale, bah, quand j'étais dans ces soirées, dans ces moments mhm, d'échappatoire de vie, bah, les gens venaient se confier à moi. Et pourquoi est-ce qu'on portait de cette façon? Pourquoi ils étaient dans ce qui est normal, c'est-à-dire se bourrer la gueule, se droguer, ouais, sortir tout le temps jusqu'à pas d'heure et tout? Bah parce qu'ils détestent leur vie et ils s'ennuient et ils n'ont pas de but et il n'y a rien qui les anime. Je schématise, mais sans exagérer, dans 99% des cas, ouais, c'était ça qu'on les ouais, je échos que suis j'avais. d'accord. Et même encore maintenant, en tant que coach, bah, les gens me parlent, ils me racontent leur vie. Et tu Il y te a rends beaucoup compte de que, mal-être. ouais, On est dans un pays, les ventes d'antidépresseurs, il me semble qu'ils sont à des taux assez effarants. ouais, C'est pas pour rien. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que quand on choisit des modes de vie comme nous, on est ouais, très vite stigmatisé et critiqué. On est dans ouais, l'excès. Et par contre, quelqu'un qui est dans la surconsommation de nourriture, d'alcool, de drogue, de sexe ou de je ne sais quelle autre ouais, addiction, lui est dans ouais, la norme, c'est cool, c'est stylé et c'est ouais, même respectable. Donc au bout d'un moment, ouais, bah, j'en ai marre ouais. et puis je fais mon chemin, quoi. Et puis je choisis les gens qui m'accompagnent sur mon chemin. Ouais, Bien tout sûr, et je simplement. trouve ça super intéressant parce que du coup j'ai posé cette question parce que c'est l'argument que j'entends souvent Hmm. pour un cas de figure comme nous entre guillemets. Euh, alors qu'en fait le bonheur, cette sensation d'avancer et cette plénitude, on le ressent mais 1000 fois par ça. Hmm. C'est-à-dire que demain je te mets en soirée. Peut-être une fois, si c'est vraiment avec tes amis, etc., tu Oui. arriveras. Et encore, voilà, tu seras pas là à te bourrer la gueule et à prendre des drogues ou quoi. Maintenant, je te mets avec les mêmes amis 2 fois par semaine pendant 2 mois. Là, t'en peux plus, tu vois. Tu subis. Et c'est la même chose pour moi. Hmm. Et c'est-à-dire que des fois, oui, bien sûr, je fais l'effort. Et puis même moi, pour mon équilibre, c'est important. Hmm. C'est-à-dire que si une fois dans le mois, je vais Hmm. voir mon groupe d'amis, parce que des fois, en plus, c'est des discussions profondes et c'est des vrais moments importants, oui. Maintenant, je te le fais 4 fois par semaine. En 2 semaines, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, tu vois. Hmm. Et je suis de ouf d'accord. Ok, je vais juste vérifier si ça filme. On va partir sur un petit exercice. Je vais te poser, j'en ai écrit 16 de questions. Ouais. Tu auras juste à répondre par oui ou par non. Ça va être horrible parce que te connaissant, je sais que tu aimes argumenter. Je sais que tu aimes des fois voilà, partir sur d'autres sujets. Mais là, vraiment, on synthétise. Premier réflexe, oui, non. Et voilà, c'était chaud. Et c'est très binaire, du coup. Il n'y a pas des Là, réponses où je peux être chiant et genre, ah, je peux pas te donner une réponse aussi tranchée. écoute, si vraiment c'est dur, ok. J'ai un Mais, joker. mais voilà, t'as un joker. Un joker. Oh putain. J'espère que les questions sont bien construites. Est-ce que tu es prêt, Eric? On va passer aux questions. Je suis prêt. Ok. Donc, oui, non, let's go. Penses-tu que le sport est essentiel pour une vie saine? Oui. Estimes-tu que le bonheur dépend principalement de nous-mêmes? Oui.
Penses-tu qu'il est nécessaire de voyager pour comprendre le monde? Non. Crois-tu que la musique peut influencer notre humeur? Oui. Penses-tu que les réseaux sociaux ont plus d'effets négatifs que positifs? Oui. Attends, non, t'as dit positif que négatif? Ça me regarde, je vois ta tête, Eric, je sens que t'es en mode putain, pourquoi il fait ça, lui? Tu m'as dit positif que négatif ou inverse? Penses-tu que les réseaux sociaux ont plus d'effets négatifs que positifs? Oui, c'est ça. Donc oui. Ok. Estimes-tu que le travail acharné est plus important que le talent? Oui. Sauf dans des sports où il y a de la génétique. Vas-y, je t'écoute. Ok. J'aime bien comme il a calé vite. Penses-tu que la méditation peut améliorer la qualité de vie? Oui. Estimes-tu qu'il est important de suivre l'actualité? Estimes-tu qu'il est important de suivre l'actualité régulièrement? Non. Penses-tu que les souvenirs d'enfance influencent fortement notre personnalité adulte? Oui. Crois-tu qu'il est possible d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour? Oui. Penses-tu qu'il est nécessaire de prendre des risques pour réussir? Oui. Crois-tu que l'argent peut acheter la sécurité mais pas le bonheur? Oui. Penses-tu qu'il est important de se fixer des objectifs de vie clairs? Oui. Estimes-tu que la lecture est une activité essentielle pour le développement personnel? Oui. Penses-tu que la cuisine maison est généralement plus saine que les repas de restaurant? Oui. Estimes-tu qu'il est possible de trouver un équilibre parfait entre vie professionnelle et personnelle? Non. Ok, c'est bon, c'est terminé. Non, Ah, ça va. Les questions sont bien foutues. T'as pas utilisé de joker, hein? Non, les questions c'était bien fait. Ok. Sauf celle où j'ai N'empêche, pinaillé, mais c'est... Voilà. il y en a une, t'as quand même rajouté une petite phrase vite fait en mode je le cale quand même. Ouais, Ok, bon, ok. c'est un peu mon cheval de bataille ou la frustration de ma vie, je sais pas, mais... Sur les réseaux, t'as bugué vite fait à un moment, tu t'es dit attends, c'est quoi qui vient de dire? Positif plus que négatif ou négatif Ouais, c'est plus que que j'étais pas positif? sûr d'avoir compris dans le bon sens, ouais. Ok. Bon, ben super. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir, Eric, d'enregistrer cet épisode avec toi, Bah moi aussi. d'échanger. De toute façon, je suis parti d'une question et c'est vraiment ça que je cherche à faire dans ce format, c'est-à-dire que je pars d'une question et au final, on est allé sur des sujets qui, sur tout l'épisode, n'avaient rien à voir parce que la conversation évoluait. Et c'est vraiment ce truc de, pour les gens, ils font ça pendant qu'ils font le ménage, pendant qu'ils s'entraînent, pendant qu'ils font un truc, de manière à écouter un podcast, des façons de penser. Et d'ailleurs, on vous invite à laisser en commentaire votre opinion sur certains sujets parce que c'est super intéressant, constructif, hein. On veut pas, c'est les haters. Non, donc voilà, ça m'a fait trop plaisir, Eric, de pouvoir prendre ce temps aussi d'échanger avec toi. Vous pourrez retrouver Eric sur Instagram, sur YouTube aussi. Ouais, sur YouTube aussi. Ouais. Instagram et YouTube qui seront affichés juste ici et ce sera dans la description. Et du coup, je te laisse la parole si tu veux donner un mot de fin. Non, merci déjà de m'avoir proposé ce podcast parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Et en plus, c'est marrant parce que c'est un format que je veux développer plus sur ma chaîne. Donc, du coup, tu me mets le pied à l'étrier, en fait, tu vois. Parce que j'ai commencé, mais tout seul. Bah là, voilà, c'est la première fois que deuxième fois que je fais avec quelqu'un, mais la première n'est pas encore sortie. Ok. Et du coup, ça me met dans une dynamique. Et voilà, je suis obligé maintenant d'enchaîner, tu vois. Et ouais, ok. Et Super, d'ailleurs, on retrouvera... je profite de l'occasion, j'aimerais bien du coup en faire un avec toi, mais sur ma chaîne, Ouais, tu vois, où on parlera, je pense qu'il y a plein de, ça tournera plus sur toi du coup, et des petites choses que tu as accomplies, parce que bon, c'est rien pour toi, mais bon, quand même, un petit record du monde à 19 ans, excuse-moi, il y en a qui n'ont pas le temps, donc ce sera intéressant, tu vois, d'en savoir plus. Let's go. Non, mais c'était trop cool. Puis on discutera d'autres sujets. On fera comme ça aussi la prochaine fois. On saura que WhatsApp, c'est mort. Ouais. Et puis voilà. Donc super. Je conclus juste la vidéo. Après, on discute vite fait si jamais tu as 5-10 minutes. Ça marche. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager vos points de vue en commentaire. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la continuité avec un nouvel invité. C'était Tolstrong et Eric et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ne l'oubliez pas, les amis, un gagnant est simplement un perdant qui aura tenté une fois de plus et le meilleur reste à venir.